Le Burkina Faso a connu 9 coups d'État en 6 décennies, et voilà qu'un 10e souffle se lève dans la nuit. À Bruxelles et à Washington, des mémorandums sur la stabilisation démocratique se signent sous les lumières froides, tandis qu'à Ouagadougou, les citoyens entendent seulement les camions militaires fendre les rues vides. Ibrahim Traoré, celui qui affirme que la souveraineté ne s'importe pas, doit désormais prouver qu'un pays peut réécrire son histoire sans ordre venu de l'étranger. La ville se tait, mais ce silence-là ressemble davantage à une déflagration retenue. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse les murs d'un palais présidentiel. Depuis que Ibrahim Traoré a rompu les liens financiers et militaires hérités de l'ancienne tutelle française, chaque décision du capitaine semble peser plus lourd que les discours de ses adversaires. Il promet une révolution sans slogan, bâtir une souveraineté réelle, où l'or, le coton et la parole du peuple ne s'exportent plus. Mais cette promesse s'accompagne d'un prix élevé. Isolement diplomatique, pression économique, campagnes médiatiques orchestrées depuis l'étranger. Pour ses partisans, c'est la condition nécessaire pour qu'un pays retrouve sa dignité. Pour ses ennemis, c'est une provocation dangereuse. Entre ces deux lectures se dessine le véritable enjeu. Jusqu'où un État africain peut-il aller pour être libre sans être puni ? Les regards du Sahel, de Bamako à Niamey, observent le Burkina. Chacun y voit son propre miroir. Et dans ce reflet tremblant se devine la question crochet. Que vaut une indépendance si elle doit encore être tolérée ? Dans la nuit du 28 octobre, un message codé a circulé entre plusieurs chancelleries européennes. Stabilité menacée au Burkina. Quelques heures plus tard, les premiers drones d'observation survolaient discrètement la périphérie de Ouagadougou, un signal à peine perceptible que le compte à rebours avait commencé. Cette mini-révélation n'a pas surpris ceux qui suivent les lignes de fracture du Sahel. Depuis des semaines, les indices s'accumulaient. Les convois humanitaires ralentis, les transferts bancaires bloqués, les invitations officielles annulées, autant de pièces d'un même puzzle. Ce n'est pas la première fois que le destin d'un pays africain se décide loin de ses frontières, mais rarement la mécanique aura été aussi méthodique. Les analystes rappellent qu'entre 1960 et 2023, le Burkina Faso a connu 9 coups d'État, un record continental. Chaque cycle semblait suivre la même courbe, espoir, réforme, isolement, renversement. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré tente de rompre ce motif répétitif. Il a réorienté les contrats miniers, suspendu plusieurs programmes de coopération et replacé l'armée au cœur de la décision politique. Ses partisans y voient un geste de survie nationale, ses détracteurs une dérive populiste masquée par le discours de souveraineté. Mais un fait demeure, le capitaine gouverne sous surveillance, entre les regards bienveillants de certains voisins et les critiques prudentes des chancelleries occidentales. À Ouagadougou, les cafés ferment tôt. Les radios locales diffusent en boucle des débats sur la loyauté de l'armée et la rumeur d'une trahison imminente glisse d'un quartier à l'autre. Pour comprendre la tension qui monte, il faut relire le manuel des révolutions africaines. Avant chaque basculement, le silence devient plus épais, les visages plus fermés, la ville plus attentive. Alors la question plane. Cette fois-ci, l'histoire répétera-t-elle le scénario ou bien changera-t-elle en fin d'auteur ? Le lieutenant Issa Kaboré n'a que 32 ans. Il a combattu à Djibo, escorté des convois dans le nord et vu des villages entiers disparaître sous les attaques. Depuis 2 mois, il patrouille autour du palais présidentiel. Chaque nuit, son visage se ferme un peu plus. Nous savons que quelque chose se prépare, murmure-t-il, observant les rues vides où les lampadaires s'éteignent avant minuit. À travers ses jumelles, il distingue les silhouettes des habitants qui déposent des bougies près des grilles, un rituel né de la peur, devenu prière silencieuse. Il dit ne plus croire aux communiqués officiels, mais encore à la discipline. Pour lui, trahir l'ordre, ce serait trahir la mémoire des frères tombés. Ce soldat n'est pas un symbole isolé, il incarne l'équilibre fragile d'une armée divisée entre fidélité et lassitude. Les officiers supérieurs mesurent chaque mot, conscients que la moindre rumeur peut déclencher une réaction en chaîne. Dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré s'appuie sur ses hommes de terrain pour maintenir la cohésion. Il sait que la loyauté n'est plus un réflexe, mais un choix répété chaque soir. Sous la surface, la tension devient matière vivante. Les civils évitent de parler politique dans les taxis,
les commerçants ferment avant le coucher du soleil, et les radios locales alternent prières et bulletins de sécurité. Tout semble suspendu dans une attente électrique, comme si le pays respirait à moitié. Un souffle mal dosé, et l'étincelle suffira. Tout a commencé par un silence coupé net, celui des radios militaires. Dans la nuit du 29 octobre, les fréquences habituelles ont cessé d'émettre. Les techniciens parlaient d'une panne, les officiers d'un brouillage. Vers 2 heures, les lignes sécurisées du ministère de la Défense se sont effondrées une à une. Personne ne parlait encore de coup d'État, mais tout le monde y pensait déjà. À 03 à 14, un drone non identifié a survolé le quartier de Kosiam. Les capteurs radars ont enregistré un signal d'origine européenne. Dans la salle des communications, un aide de camp a prévenu « ce n'est plus un exercice ». C'est le premier déclic, celui qui transforme la peur en protocole. Les véhicules blindés sortent sans sirène, moteur étouffé, feu éteint. L'ordre « sécuriser le périmètre sans tirer ». À l'aube, la capitale semble figée. Les marchés sont clos, les enfants ne vont pas à l'école, les imams écourtent la prière. Dans les ruelles, des femmes ramassent les drapeaux tombés des balcons sans savoir s'il faut les ranger ou les brandir. La ville retient son souffle. Vers 8 heures, les premiers communiqués étrangers paraissent. Préoccupation, instabilité, nécessité de dialogue. 3 heures plus tard, la télévision publique diffuse une image figée du drapeau national. Le signal coupe après 17 secondes. Dans l'enceinte du palais, Ibrahim Traoré convoque le chef d'état-major. Le ton reste calme, presque pédagogique. Qu'ils croient que nous tremblons, c'est leur erreur. Pendant que les généraux délibèrent, un autre théâtre s'anime. Les réseaux. Des comptes anonymes propagent des messages en français et en anglais. Sauver la République, rétablir la démocratie. Leurs hashtags montent en flèche depuis des serveurs enregistrés à Nicosie et à Genève. En moins d'une heure, un récit alternatif s'impose. Traoré serait isolé, contesté, perdu. La machine narrative précède la réalité. Midi. Des colonnes de soldats descendent de Tanguine. Personne ne tire. On entend seulement les ordres brefs, les bottes sur le bitume, le cliquetis métallique des chargeurs qu'on vérifie sans hâte. À la radio clandestine, un vieil animateur cite Thomas Sankara. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. La phrase circule, reprise comme une incantation. Au même moment, dans une salle de réunion de Bruxelles, une note diplomatique résume la situation. Burkina Faso, risque d'effondrement du commandement central avant 24 heures. En face, un fonctionnaire répond « Laissez faire, cela servira d'exemple ». Derrière ces mots froids se dissimule le second acte. L'acceptation du chaos comme outil, vers 18h, Ouagadougou plonge dans le crépuscule. Les lampadaires vacillent, les chiens aboient avant le tonnerre. Dans le palais, Ibrahim Traoré écrit « Ce soir, nous ne cédons pas ». Puis il range son carnet et descend au poste de commandement. Ses gardes le suivent sans parler. Dehors, la foule s'est rassemblée. Torches à la main, pas pour fuir, mais pour voir. À 21h, le premier coup de feu retentit à Tanguine Nord. Un cri, puis plus rien. Les habitants s'enferment. Les motos militaires filent vers le centre-ville. Les ambassades coupent leurs lignes. Et dans ce vacarme étouffé, quelque chose bascule. La frontière invisible entre menace et attaque. À minuit moins 10, la pluie tombe enfin. Elle lave la poussière des rues, pas les mensonges. Le pays entre dans cette nuit, comme on entre en histoire, à pas suspendus, sans certitude, mais avec mémoire. Derrière la rhétorique, les chiffres racontent une autre bataille, celle de la résistance économique. Depuis la suspension des accords bilatéraux avec Paris, le Burkina Faso a perdu environ 480 millions d'euros d'aides directes et de financement institutionnel. Pour un budget annuel de 3,2 milliards, cette coupure représente près de 15% des recettes publiques. De quoi désorganiser l'administration et ralentir les programmes de santé ou d'éducation. Les partisans d'Ibrahim Traoré affirment que ces pertes ne sont qu'un prix transitoire pour reconquérir la souveraineté monétaire. Ils rappellent que, depuis 2022, les recettes minières ont progressé de 11%, soutenues par l'or et le manganèse, deux ressources clés désormais renégociées avec des partenaires non occidentaux. Dans les chiffres du Trésor, une colonne s'intitule sobrement « Contrat rebasé, nouvelle zone ». Derrière ces trois mots, des accords sont signés avec des sociétés russes et turques,
censé compenser la fuite des capitaux européens. Mais les économistes burkinabés préviennent, la substitution n'est pas immédiate. Il faut des infrastructures, des pipelines, des routes sécurisées et surtout la confiance des marchés régionaux. Sur le plan militaire, les statistiques livrent une lecture encore plus contrastée. Depuis la création de la Brigade Souveraineté en janvier, les attaques contre les convois civils ont chuté de 28% dans les régions du centre-nord. Un succès tactique tempéré par une hausse parallèle des incidents frontaliers à l'est, plus 17% selon le dernier rapport de la mission conjointe du G5 Sahel. Les experts y voient une redistribution des foyers d'instabilité plutôt qu'une victoire nette. Ibrahim Traoré, conscient de cette lecture ambivalente, a ordonné la centralisation des données sécuritaires sous l'autorité directe du Conseil de transition, une manière d'imposer sa main sur les récits autant que sur les chiffres. Mais la guerre informationnelle ne se mesure pas qu'en pourcentage. En une seule semaine, plus de 14 000 publications sur les réseaux ont mentionné son nom. 42% provenaient de comptes créés après septembre, signe d'une activité orchestrée. Les plateformes occidentales y voient une campagne de désinformation, les médias panafricains, un contre-discours légitime. Le résultat, quantifiable, se lit dans les sondages internes. La cote de confiance de Traoré dépasse encore 62% en zone urbaine, mais chute à 39% dans les provinces. Les régions rurales, longtemps loyales, deviennent vulnérables aux rumeurs. Un renversement silencieux, plus dangereux que les balles. L'ensemble dessine un paradoxe. Plus la pression extérieure s'accroît, plus la cohésion intérieure s'effrite. Les modèles économiques prévoient un ralentissement de 1,8 points de PIB d'ici fin d'année, tandis que l'inflation alimentaire atteint déjà 12,25%. Pour le pouvoir, chaque sac de 1000 ou litres de carburant devient un test politique. Et derrière chaque graphique, un principe. Gouverner n'est plus administrer. C'est amortir le choc. Ces données ne tranchent pas le débat, elles le posent. Elles prouvent que le Burkina Faso, malgré l'isolement, ne s'effondre pas. Il se transforme, lentement, sous contrainte. Les courbes disent la tension, mais pas encore la rupture. C'est là que commence la controverse, entre ceux qui voient une résilience et ceux qui y lisent l'annonce d'une dérive. Pour ses partisans, Ibrahim Traoré incarne la génération de la rupture. Ils affirment qu'en 3 ans, il a rétabli un lien de confiance entre l'État et les forces armées, redonné une visibilité panafricaine au Burkina Faso et replacé la notion de dignité au centre du discours politique. Selon eux, son attitude de défi face aux anciennes puissances n'est pas une provocation, mais une réappropriation légitime. Après des décennies d'assistance imposée, il fallait un geste de désobéissance pour réapprendre la souveraineté. Il cite en des chiffres récents, baisse des attaques dans le centre-nord, nouveaux contrats miniers et équilibrés, montée d'une fierté nationale perceptible jusque dans la diaspora. Ses détracteurs, eux, construisent un argument symétrique. Ils reconnaissent le courage du capitaine, mais dénoncent une dérive centralisatrice, un culte du commandement et une diplomatie devenue trop idéologique. Ils rappellent qu'en restreignant la liberté de la presse et en militarisant l'économie, Traoré risque de transformer la résistance en autarcie. Pour eux, les alliances avec Moscou ou Ankara ne sont qu'un changement de tutelle. Et la rhétorique anti-impériale, un écran servant à dissimuler la concentration du pouvoir. Ils redoutent qu'à force de vouloir rompre les dépendances, le pays finisse par s'isoler de toute coopération réelle. Entre ces deux visions, la réalité paraît moins tranchée. Les réformes entreprises n'ont pas effacé les fragilités structurelles, infrastructures incomplètes, administration débordée, jeunesse impatiente. Mais elles ont produit un effet intangible, le sentiment que le Burkina Faso décide enfin de son tempo, même au prix du désordre. Dans ce contexte, juger Ibrahim Traoré uniquement à l'aune de ses discours revient à ignorer la profondeur de l'expérience collective qu'il représente, celle d'un peuple qui accepte le risque pour ne plus subir la tutelle. Et c'est précisément là, dans cette zone grise entre héroïsme et excès, que le récit bascule. Le silence se fissure. Au matin du 3e jour, un communiqué interne, daté mais jamais publié, fuite sur les réseaux. Une lettre de mise en garde adressée à Ibrahim Traoré par un groupe d'officiers. Le texte évoque des influences étrangères infiltrées dans les services, sans nommer les pays concernés. En quelques heures, l'information se répand, traduite, déformée,
amplifiée. Le mot trahison revient sans cesse, sans qu'on sache qui trahit qui. Au palais, la tension se transforme en méthode. Traoré ordonne la vérification de tous les canaux sécurisés, fait couper 3 lignes diplomatiques et convoque les chefs de région. La fuite devient prétexte à un resserrement du pouvoir. Pour la première fois, la peur change de camp. Dans les casernes, les soldats ne parlent plus de survie, mais de loyauté. Un mot redevenu rare. À l'étranger, les chancelleries ajustent leurs communiqués. Le ton passe de l'inquiétude à la suspicion. Les rédactions occidentales préparent déjà leurs unes. Le capitaine s'enferme. Mais à Ouagadougou, les rues s'emplissent de drapeaux et non de slogans. Quelque chose vient de tourner. Non contre l'État, mais pour lui. Au niveau national, l'effet immédiat est une centralisation totale du pouvoir. Les gouverneurs régionaux reçoivent désormais des ordres directs du Conseil de transition. Cette verticalité redonne de la cohérence à l'administration, mais la fatigue se lit dans les visages. Sur les marchés, les gens ne parlent plus de politique, seulement de prix. L'électricité se coupe 3 fois par jour. Le gasoil double presque en 2 mois, et pourtant la majorité reste silencieuse, convaincue que le chaos d'avant valait pire. La phrase qu'on entend partout, qu'ils tiennent encore, et on tiendra aussi. Pour la diaspora nationale, de Paris à Montréal, elle s'organise. Des collectes spontanées financent des médicaments et du matériel agricole. Les transferts d'argent augmentent de 24% en un trimestre. Mais ce soutien moral s'accompagne d'un isolement croissant. Certaines banques refusent désormais les transactions vers Ouagadougou. Dans les associations, on redoute que le patriotisme ne devienne soupçon. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré est à la fois héros et risque, un symbole trop visible dans un monde trop surveillé. Pour d'autres, il incarne le moment exact où un continent cesse de demander la permission d'exister. Sur la scène de la diplomatie et l'international, la tension est palpable. L'Union européenne parle de réévaluation de son aide. Washington évoque des inquiétudes sur la gouvernance. Moscou et Ankara, eux, multiplient les livraisons discrètes de matériel. Les chancelleries jouent aux échecs avec des vies humaines. Chaque communiqué semble calibré pour rappeler à Traoré que l'autonomie a un prix. Mais derrière les protocoles, certains signaux surprennent. Une délégation du Niger propose une coordination sécuritaire inédite. Le Mali envoie du carburant sans condition. Le Sahel invente pas à pas une diplomatie parallèle. Quant à la vie économique et sociale, sur le terrain, la résilience s'improvise. Les coopératives féminines relancent la culture du sésame, les artisans recyclent les pièces automobiles, les écoles fonctionnent par rotation d'enseignants. Une économie de survie devient économie de fierté. Dans les quartiers, on peint des fresques. Nous n'avons pas peur. La pauvreté ne recule pas, mais le fatalisme, oui. Et dans ce vacarme silencieux, une idée germe. Le pays n'a plus besoin d'attendre qu'on le sauve. Pour Ibrahim Traoré, ses conséquences sont un pari permanent. Perdre le confort de l'ancien monde pour gagner la dignité du nouveau. Le bilan reste instable, mais la direction lisible. L'État tient, le peuple endure, le reste du monde observe. La question qui suit est difficile. Combien de temps ce fragile équilibre peut-il durer ? Dans le scénario de base, celui de la consolidation fragile, le Burkina Faso conserve sa stabilité institutionnelle au prix d'une fermeture prolongée. Les sanctions économiques se maintiennent, mais les circuits parallèles avec le Mali et le Niger assurent un minimum vital. L'armée reste soudée, les salaires publics sont payés, la population s'adapte à un régime d'austérité nationalisé. Ibrahim Traoré privilégie la sécurité à la croissance et impose une discipline de guerre. Le pays avance, lentement, mais sans effondrement. Les partenaires africains regardent cette endurance avec prudence, entre respect et inquiétude. Dans le scénario optimiste, celui de l'effet Sankara revisité, une embellie politique pourrait émerger si la réforme des revenus miniers produit les effets attendus. Des flux d'investissements alternatifs, turcs, russes, ouest-africains, commencent à irriguer l'économie locale. Les taux d'emploi repartent modestement à la hausse. Le gouvernement renforce l'éducation technique et la production agricole. Les coopératives regagnent du terrain. Dans ce climat, la figure d'Ibrahim Traoré se transforme. De simple chef d'État transitoire, il devient catalyseur d'un projet panafricain. Si ce cap se confirme, le Burkina pourrait incarner, d'ici un an, le laboratoire d'une indépendance réinventée.
Enfin, dans le scénario pessimiste, celui du blocus intérieur, le scénario inverse repose sur un engrenage bien connu: isolement, inflation, perte de contrôle territorial. Si les flux commerciaux s'interrompent, les pénuries d'énergie et de denrées risquent de rallumer la colère. Une partie de l'armée, fatiguée, pourrait se fragmenter, les alliances extérieures s'éroder. Dans ce cas, la rhétorique de résistance se transformerait en justification défensive, et Traoré deviendrait prisonnier de sa propre image. Les diplomaties étrangères trouveraient alors le prétexte parfait pour imposer un retour à la transition. Un scénario que nul ne souhaite, mais que chacun redoute en silence. Ces trois trajectoires ne se contredisent pas. Elles coexistent, enchevêtrées dans la même réalité. Le choix ne dépendra pas seulement de la stratégie du capitaine, mais de la capacité du peuple à convertir la survie en projet collectif. Chaque crise finit par traverser l'écran. Dans les foyers d'Abidjan, de Dakar, de Kinshasa ou de Paris, les images du Burkina Faso circulent entre les conversations ordinaires. Un président en treillis, une foule silencieuse, un drapeau rouge et vert qui ne tremble pas. On en parle sans savoir si c'est une révolte, une renaissance ou une illusion. Mais dans cette distance numérique, quelque chose touche plus profond. La sensation que le combat de ce pays dit aussi quelque chose de nous. Car derrière le visage d'Ibrahim Traoré, c'est tout un imaginaire africain qui se mesure à son propre reflet. Lui incarne la part de fierté qu'on croyait perdue. Ses détracteurs rappellent la prudence qu'on voudrait garder. Entre ces deux pulsations se glisse une vérité simple. On ne peut pas exiger la liberté et craindre ses conséquences. Le spectateur, qu'il vive à Ouagadougou ou à Lyon, ressent la même contradiction: vouloir l'ordre sans renoncer à la dignité. Cette tension invisible mais universelle explique pourquoi l'histoire du Burkina retient l'attention au-delà de ses frontières. Elle agit comme un miroir inversé. Plus le pays s'isole, plus le monde se regarde dans son isolement. Chaque reportage, chaque rumeur, chaque photo devient un test silencieux. Combien de courage nous reste-t-il quand la prudence devient confort? Dans les commentaires, certains écrivent « c'est notre combat aussi ». D'autres répondent « non, c'est juste leur chaos ». Entre ces deux phrases se joue la fracture morale du siècle, la peur d'espérer. Et c'est là que le récit de Traoré devient universel, non parce qu'il triomphe, mais parce qu'il ose encore croire. Pour sortir de la spirale de tension, le Burkina Faso n'a pas besoin d'un miracle, mais d'une méthode. La première étape consiste à institutionnaliser la transparence, publier chaque trimestre les contrats miniers, les budgets régionaux et les dépenses militaires. Cette visibilité, prônée par plusieurs ONG locales, redonnerait du crédit à la parole publique. La deuxième étape est de relocaliser l'économie à l'échelle communautaire. Les coopératives de sésame, de karité et d'orpaillage doivent devenir les pôles de micro-souveraineté. Un ministère dédié à la production locale pourrait fixer des objectifs mesurables. Chaque province autosuffisante à 30% d'ici 2026. La troisième étape vise à refonder l'éducation civique et militaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les académies pourraient fusionner enseignement, discipline et innovation. L'objectif n'est plus seulement de former des soldats, mais des citoyens capables de défendre un projet collectif. Les programmes scolaires intégreraient les figures africaines de la résistance afin que la mémoire ne soit plus un luxe, mais une matière première. La quatrième étape concerne le rétablissement du dialogue international sans renoncement. L'État doit parler à tous sans supplier personne, négocier des corridors logistiques, rouvrir les circuits humanitaires, tout en maintenant la ligne rouge. Aucune tutelle politique. Cette diplomatie d'équilibre permettrait de transformer la défiance en respect. Enfin, la cinquième étape consiste à mesurer la réussite autrement. Plutôt qu'en pointe de PIB, la stabilité pourrait se juger au nombre d'écoles rouvertes, de routes sécurisées, de familles rentrées des camps. Si ce plan paraît modeste, il contient pourtant la promesse d'une reconstruction lente mais lucide, celle d'un pays qui apprend à durer debout. La pluie est revenue sur Ouagadougou, fine, presque timide. Elle tombe sur les bougies que les habitants allument encore chaque soir devant leur maison. Le geste s'est vidé de sa peur pour devenir habitude, une façon de dire qu'ils sont toujours là. Les enfants regardent les flaques se remplir, les anciens murmurent des prières sans mots, et dans ce mélange de silence et d'eau,
La ville semble retrouver son souffle. Au palais, Ibrahim Traoré traverse les couloirs éclairés par des lampes d'appoint. Sur une table, un cahier trempé porte encore cette phrase écrite quelques semaines plus tôt. Ce soir, nous ne cédons pas. Il le referme doucement, comme on referme une plaie. Dehors, les soldats reprennent leur veille, immobiles, humides, mais debout. Le pays n'a pas vaincu la tempête. Il a appris à y marcher. Et peut-être que c'est cela, la véritable victoire. Persister sans promesse, continuer sans témoin, tenir sans illusion. Parce qu'au bout du silence, il reste toujours une voix, et cette voix porte encore un nom. L'histoire ne se termine jamais au moment où les caméras s'éteignent. Quand la poussière retombe sur Ouagadougou, il ne reste plus ni slogan, ni certitude, seulement des visages, des gestes et une mémoire partagée. Ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui, d'autres peuples l'ont traversé avant lui. La ligne fragile entre dignité et survie, entre souveraineté et isolement. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom de plus dans la longue liste des dirigeants africains, il est un rappel. Rappelle que la liberté ne se mendie pas, qu'elle s'exerce parfois au bord du vide, et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas reculer. Alors, avant de passer à la vidéo suivante, prenez une seconde. Demandez-vous simplement que ferions-nous, nous, si notre avenir dépendait d'un seul mot, résister. Parce qu'à force d'oublier les tempêtes des autres, on oublie comment affronter les nôtres.